Bien, je vous propose de commencer cette sixième et dernière leçon de l'année 2015-2016 sur les grands défis des maladies infectieuses. Donc, cette dernière leçon sera sur, disons, les nouvelles thérapeutiques anti-infectieuses, rêve ou réalité. C'est-à-dire, je vais insister essentiellement, comme je l'avais introduit dans la deuxième et la troisième leçon, sur la problématique des antibiotiques. Et disons le fait que, comme on avait déjà mentionné, on est dans un peu une période de creux de vague par rapport à l'innovation en matière d'antibiotiques, ce qui pose des graves problèmes dans la mesure où tout ça est finalement à mettre en perspective avec la montée inéluctable de la résistance, en particulier chez les bactéries à gram négatif. Donc la question est bien sûr de savoir comment on peut essayer de sortir à terme, et de préférence le plus rapidement possible, de ce cercle vicieux. Donc, je vais vous faire cette leçon essentiellement sur la problématique des antibiotiques, essayer de comprendre un petit peu la raison de ces difficultés de développement qui sont à la fois structurelles, industrielles, mais aussi scientifiques. Ensuite, vous parler des alternatives pour vous dire que malheureusement, l'alternative la plus évidente est celle de découvrir de nouveaux antibiotiques et on parlera bien sûr de ça, mais je ne laisserai pas de côté un certain nombre d'approches que j'ai pour l'instant appelé alternative. Vous verrez plus précisément quand on y viendra de quoi il peut s'agir. Donc ça, ce sera la leçon habituelle. Ensuite, dans la série des présentations jeunes chercheurs, ce sera donc le docteur Brice Sperandio qui travaille dans mon laboratoire. Il est chargé de recherche à l'INSERM. Il développe un programme, disons, d'innovation thérapeutique dans la recherche de molécules qui stimulent l'expression des peptides antimicrobiens. Il vous expliquera ça et j'en dirai un mot dans ma présentation de manière à introduire, mais sans véritablement rentrer dans le détail puisque je lui laisse la charge de ça. Et puis la troisième présentation, qui est le séminaire habituel à l'occasion de ces leçons, qui sera donné par le docteur Ruth Cabello-Lopez, qui travaille à l'INRA, je la présenterai le moment venu, qui est une scientifique de très très haut niveau qui travaille sur essentiellement la problématique de la dynamique, de la biogénèse de la paroi bactérienne. Bien entendu, c'est une des cibles possibles pour le développement de nouveaux antibiotiques. Et tout en gardant l'aspect très fondamental, elle vous dira quelques mots le moment venu, éventuellement sur les moments ou les embranchements qui peuvent donner lieu à des sources d'innovation pour trouver de nouveaux antibiotiques actifs sur la paroi bactérienne. Donc voilà un petit peu le menu de la journée. Et puis, bien entendu, on essaiera de clôturer tout ça par l'habituelle table ronde. C'est un terme qui recouvre de temps en temps une vraie table ronde. De temps à autre, il y a quelques questions. J'aimerais bien qu'on puisse discuter un petit peu plus. On essaiera de voir dans la structure du cours de l'enseignement de l'année prochaine si on peut rendre les choses peut-être un petit peu plus interactives. Mais le temps ne permet pas toujours d'avoir cette ambition. Donc voilà, je vais vous présenter donc cette sixième et dernière leçon sur l'innovation en matière de thérapeutique anti-infectieuse, en sachant encore une fois, sans vouloir me répéter trop, que je vais essayer de vous parler essentiellement de drogues, médicaments antibactériens et essentiellement en fait d'antibiotiques, sachant que la problématique des antifongiques et des infections à champignons est tout aussi brûlante, même si l'incidence n'est pas aussi importante que les infections bactériennes, et nécessiterait probablement un autre cours. J'essaierai de voir comment intégrer ça dans l'année prochaine ou dans les années qui viennent. Donc tout ça se résume par un autre titre éventuel, qui est en fait le titre d'une revue qui est sortie ce mois-ci dans Nature par le docteur Eric Brown et Jerry Wright, qui est le directeur du centre de recherche des antibiotiques à McMaster University, qui est un des grands spécialistes du développement de nouveaux antibiotiques. Donc le thème, c'est finalement, comme je vous l'ai dit, la découverte de nouvelles drogues antibactériennes, de nouveaux agents anti-infectieux, antibactériens, à l'époque de la résistance aux agents anti-infectieux. Alors, on va revenir un peu sur une diapositive que je vous avais montrée dans la première présentation sur les antibiotiques, quand j'avais fait cette courte histoire des antibiotiques, parce qu'il y a des choses qui sont évidentes sur cette diapositive. C'est le blanc d'avant les années 1940
et c'est le quasi blanc d'après les années 1990. Et ça en dit long sur cet épisode, ce qu'on appelle l'âge d'or de la découverte des molécules antibiotiques, qui a commencé, on l'avait dit, avec les sulfamides 1935, la pénicilline 1940, en tout cas pour les véritables développements et mises sur le marché pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a été vraiment une période où on a finalement, à la suite des travaux de Fleming, tapé, entre guillemets, dans un réservoir qui est essentiellement le réservoir de produits naturels exprimés par des microbes de l'environnement et en particulier par des bactéries ou par des champignons du sol. Et vous pouvez citer de nombreux antibiotiques, bien entendu, qui sont issus de cette approche. C'est ce qui a été appelé d'ailleurs Waxman Platform. Je vous avais parlé de Waxman, de la découverte de la streptomycine, du premier traitement de la tuberculose. Au fond, Waxman avait conceptualisé une procédure de plateforme où il faisait pousser dans son laboratoire une grande diversité de bactéries, en particulier des actinomycètes, qui sont une source, j'ose pas dire inépuisable, parce qu'on a l'impression, et je vous le dirai tout à l'heure, qu'elle s'épuise un tout petit peu, en tout cas telle qu'on l'a utilisée jusqu'à présent, mais à partir de ça avait sorti une dizaine d'antibiotiques, dont plusieurs, dont la streptomycine bien entendu, sont allés sur le marché et ont considérablement aidé à consolider, et après la pénicilline, à mettre en place le concept d'antibiothérapie. Donc c'est une période dorée, avec bien entendu tous ces produits naturels, des cribles qui se faisaient un peu de façon artisanale au laboratoire sur des boîtes de pétri en regardant des zones d'inhibition autour de disques qu'on chargeait avec des extraits bactériens de manière à essayer ensuite d'isoler et d'extraire les substances actives, puis d'étudier leur mode d'action et éventuellement leur structure. Donc ça a été vraiment pendant une vingtaine d'années, entre les années 40 et les années 60, encore une fois, l'âge d'or de l'antibiothérapie. Et puis, tout doucement, deux choses se sont profilées. La première, c'est l'évidence de l'apport que donnaient les antibiotiques dans le traitement des maladies infectieuses bactériennes, en tout cas. Donc, l'envie, bien entendu, d'élargir au maximum l'utilisation de ces antibiotiques dans en gros tous les cas de figure, en tout cas dans le contexte, encore une fois, des infections bactériennes, avec en fond deux éléments sous-jacents à ça. Le premier, c'était d'essayer de développer des antibiotiques qui aient des spectres de plus en plus larges. La pénicilline, telle qu'elle était faite au début, découverte par Fleming, la pénicilline G, avait un spectre au fond relativement étroit. Syphilis, l'hémorragie gonococcique, les Neisseria, certains streptocoques, mais ne touchait pas efficacement les infections à entérobactéries, par exemple, comme les infections à colibacilles, à salmonelle ou autres. Donc la nécessité de passer à la fois à des antibiotiques à large spectre, et puis éventuellement aussi de trouver de nouveaux antibiotiques dans des niches sur des espèces plus localisées, certes, mais importantes en pathologie. Ça a été quelque part un peu le début de la délinquance, si je puis dire, parce que de faire des antibiotiques à large spectre, ça a été très efficace. Ça a été le cas, par exemple, des céphalosporines, ça a été le cas ensuite des carbapénèmes, mais ça a poussé considérablement le milieu médical et le milieu d'ailleurs vétérinaire à utiliser pour traiter des infections qui auraient pu être traitées par des antibiotiques beaucoup plus étroits en spectre, par ces antibiotiques à très large spectre qui ont mis une pression sélective énorme sur l'ensemble de la communauté microbienne et ont sûrement contribué à accentuer cette problématique de survenue et d'extension de la résistance. Alors cette deuxième période qui a suivi donc cette période de la Waxman's Platform, elle a été marquée par l'introduction ou la réintroduction, je vous avais parlé de Ehrlich, des dérivés de l'arsenic et de la mise au point des premières molécules antibiotiques, les sulfamides aussi sortaient de toute cette chimie des colorants. Et donc on redécouvre à ce moment-là les vertus de la chimie médicinale avec essentiellement ce qu'on appelle de l'hémisynthèse, c'est-à-dire qu'on engage un peu la course aux armements avec les microbes qui commencent déjà à devenir résistants. Les staphylocoques dorés s'avèrent assez vite résistants à la pénicilline G, donc par des mutations sur ce qu'on appelle les PBP, c'est-à-dire des protéines qui sont sur le peptidoglycane et qui assurent la biosynthèse et le renouvellement du peptidoglycane. Donc c'est
staphylocoques deviennent résistants à la pénicilline G, donc par hémisynthèse on fait la méticilline, et puis ils vont devenir résistants à la méticilline et ainsi de suite. Donc on rentre dans une espèce d'escalade qui néanmoins est tout à fait compatible à ce stade avec ce que la chimie médicinale peut apporter, et on va donc voir apparaître toute cette série de nouvelles molécules, très rapidement éventuellement modifiées secondairement par hémisynthèse. Donc ça va nous amener à peu près dans les années 80, début des années 1990, voyant que le creux de la vague avait commencé déjà à se marquer dans le courant des années 70. Et puis à partir de 1990, on rentre vraiment dans une zone sans véritable innovation, avec quelques exceptions comme les lipopeptides cycliques ou j'ai toujours du mal à prononcer ce nom, l'oxazoquinolone, qui sont plus des antibiotiques actifs sur, je dirais, plutôt des niches, en particulier sur les grammes positifs. On ne répond pas à cette problématique que j'ai mentionnée et sur laquelle j'ai beaucoup insisté, en particulier, qui est celle du traitement des entérobactéries résistantes, et en particulier résistantes aux bêta-lactamines, y compris les plus efficaces et les plus récentes, entre guillemets, de cette période. Donc on rentre vraiment dans ce qu'on appelle l'ère de la résistance, et comme je vous le montrerai, on va faire un énorme effort, l'industrie, en particulier pharmaceutique, va faire un énorme effort, parce qu'on est au début des années 90, on rentre dans une période véritablement de révolution post-biologie moléculaire, avec des technologies de très haut niveau qui commencent à être introduites, en particulier le séquençage des génomes, la possibilité de faire une chimie de synthèse et générer des milliers et des milliers de molécules, de faire des criblages à haut débit, d'automatiser, de robotiser les systèmes. Donc va être appliqué à cette crise qui commence à émerger, et dont tout le monde est bien conscient à cette époque-là, des très hautes technologies, et on reviendra sur le bilan de cette affaire dont le succès a été plus que mitigé. Ça correspond au plus-moins dont je vous ai parlé. On essaiera d'expliquer un petit peu les raisons de tout ça, et pendant ce temps-là, bien entendu, la résistance augmente et se diversifie à la fois en nature et en espèces touchées. Donc à partir de cette période, on va commencer à s'inquiéter. On en a déjà largement parlé, et on va voir apparaître des revues en français, en anglais, des éditoriaux qui sont parfois extrêmement inquiétants. Celui de François Trémolière, il y a quelques années, était un peu stressant. Requiem pour les antibiotiques. Faut-il craindre une disparition des antibiotiques? On en a déjà parlé. Je veux dire, rien ne dit que les antibiotiques, tels qu'on les connaît actuellement, seront éternels. Il n'est pas impossible, si cette innovation ne se met pas en place, que peu à peu on perde l'efficacité et qu'on ferme la parenthèse et qu'il faille trouver véritablement des approches alternatives. Je ne veux pas y croire, néanmoins, c'est un risque, et on va reparler un petit peu de tout ça et de l'énervement que me procurent ces revues régulières sur la période post-antibiotique et la possibilité d'appliquer aux maladies infectieuses des approches alternatives qui, à mon avis, sont loin pour l'instant d'être confirmées dans leur efficacité et dans leur capacité de répondre à ce que font jusqu'à présent les antibiotiques. Alors, est-ce qu'il y a des alternatives crédibles aux antibiotiques? Le dernier cours, je vous avais fait ce scénario catastrophe sur la disparition des microbes, un monde sans microbes. Est-ce qu'on peut envisager un monde sans antibiotiques? En tout cas pour le traitement des maladies infectieuses. Oui, il y a des approches en cours, et parfois, et le plus souvent de très haut niveau scientifique, qui sont d'ailleurs assez souvent reposent sur des approches de laboratoire, de recherche, des approches plutôt académiques. On parle de plus en plus de molécules antivirulence, c'est-à-dire d'essayer non pas de tuer le microbe, mais de le désarmer. La question concernant ces molécules, c'est effectivement on peut désarmer le microbe, mais quid s'il n'est pas tué de sa possibilité de redémarrer et de reprendre le cours de l'infection. Donc il y a effectivement des solutions extrêmement élégantes, mais rien qui, dans l'état actuel des choses, permette de penser que ça pourrait remplacer les antibiotiques. Les vaccins, l'immunisation passive,
on en avait parlé, une façon de répondre à la résistance qui s'étend, c'est d'augmenter le niveau d'hygiène, c'est d'appliquer les vaccinations de manière à diminuer au minimum les infections, et en particulier, par exemple, par rapport aux infections virales, les surinfections bactériennes. Si on prévient l'infection virale, si on prévient efficacement la grippe, on va prévenir l'infection à pneumocoque, donc on n'aura pas besoin d'utiliser d'antibiotiques. Donc il y a une vraie notion là de santé publique intégrée qui doit s'appliquer à la protection de ces familles d'antibiotiques, puisque c'est ça le sujet. Alors, bien sûr, les vaccins, on en a parlé, je n'y reviens pas. L'immunisation passive, ça consiste à administrer à des sujets des anticorps uniques, monoclonaux, ou des cocktails d'anticorps qui vont permettre de prévenir l'infection, éventuellement d'essayer de la traiter, dans la mesure où ça n'est pas arrivé déjà à un niveau très avancé. C'était ce qu'on faisait, hein, c'était la sérothérapie des années 1920-1930 pour le traitement de la diphtérie, pour le traitement de la méningite, avec des résultats qui n'étaient quand même pas du niveau d'efficacité des antibiotiques bactéricides. Donc il y a certes des options, mais qui sont à mon avis beaucoup plus préventives globalement que capables d'assurer la puissance curative d'une molécule d'antibiotiques. Il y a la thérapeutique par les phages, on va en reparler parce que je pense qu'il faut en reparler. Il y a une renaissance de l'intérêt pour les phages, suscitée en partie mais pas complètement, justement par la faillite de certains antibiotiques, en particulier dans les bactéries, dans les infections à gram négatif. Il y a la stimulation des défenses immunitaires innées, c'est-à-dire d'essayer de lever le niveau de résistance de nos surfaces, en particulier muqueuses ou cutanées, à l'infection ou en tout cas à la colonisation par des microbes pathogènes bien entendu. Ce sont des approches qui sont en cours et ce sera l'objet de la présentation de Brice Sperandio, sachant qu'il y a deux approches là, il y a soit des peptides antimicrobiens, il vous en reparlera, qu'on peut purifier et éventuellement administrer comme des molécules antimicrobiennes, comme des antibiotiques, mais c'est très difficile parce que leurs propriétés biochimiques ne sont pas très favorables à ça, ou bien la stratégie qui a été prise dans le cas de Brice, dans notre laboratoire, qui est de stimuler l'expression, le niveau d'expression des peptides antimicrobiens pour essayer de passer des étapes un petit peu critiques où on risque d'être submergé par un microbe. Il y a aussi des approches que je ne peux pas qualifier de folkloriques parce qu'au fond, tout est bon si on peut apprendre des mécanismes fondamentaux, voire identifier des molécules particulières. Il y a cette fameuse bactérie tueuse de bactéries qui est Bdello-vibrio, qui en fait pénètre la paroi, c'est une bactérie qui agresse les grammes négatifs, elle pénètre la membrane externe, elle s'insinue en fait dans l'espace périplasmique et elle absorbe les réserves nutritionnelles de la bactérie qu'elle parasite et elle la tue. Et il y a donc éventuellement, pas tant dans les mécanismes de parasitisme, mais dans les mécanismes de pénétration, probablement des molécules intéressantes à retrouver dans la mesure où elles remodèlent de façon assez efficace les éléments de la membrane et de l'espace périplasmique. Donc vous voyez que ce n'est pas faute d'avoir des idées dans l'environnement scientifique et d'essayer de développer des choses. Mais au fond, la question était, est-ce qu'il existe véritablement, encore une fois, sans vouloir être trop lourd dans mes affirmations, une alternative crédible aux antibiotiques? Je pense vraiment que les présentations précédentes sont éventuellement des solutions de niche ou des solutions adjuvantes d'un traitement antibiotique ou des solutions de prévention de la survenue d'une infection, mais dans l'état actuel des choses, telles que certaines études cliniques ou au moins les choses qui sont en recherche, en développement le montrent, il y a peu de chances que ça puisse véritablement remplacer, encore une fois, la puissance bactériostatique ou bactéricide des antibiotiques. Donc, on est dans une situation où probablement l'alternative aux antibiotiques, ce sont les antibiotiques eux-mêmes, aidés bien entendu par le développement d'un contexte de prise en compte des maladies infectieuses qui va de la prévention à l'adjuvanticité au traitement. Si, et je le disais tout à l'heure, on commence à rentrer dans une logique de période post-antibiotique, c'est-à-dire de période où on devrait se reposer essentiellement sur ces méthodes alternatives que j'ai mentionnées,
je pense qu'on enverrait un très mauvais signal, en particulier à nos partenaires industriels, en montrant un certain désintérêt. Et pour un domaine, j'y reviendrai, qui est déjà un domaine en danger, je pense que là, ce serait un peu leur donner le coup de grâce et ce serait vraiment très maladroit. Donc, j'aime pas du tout ce terme d'ère post-antibiotique, ou en tout cas, je ne veux pas y croire. Ça équivaudrait en gros à un retour, comme j'avais dit du premier jour, à la période Semmelweis, qui, sur le plan des maladies infectieuses, quand même, n'était pas une période de rêve. Donc il faut sauver l'efficacité des antibiotiques existants et découvrir de nouveaux antibiotiques. C'est ça l'objectif primordial et c'est ça le Graal, à mon avis, encore maintenant des anti-infectieux. Alors, ce que je voulais voir avec vous, c'est finalement de réfléchir un petit peu, parce que cette première diapositive, elle était quand même caricaturale. Il y avait avant, pendant, après, l'âge d'or et la suite, qui est très préoccupante. Donc est-ce qu'on peut objectivement identifier des raisons pour cette crise de l'innovation en matière d'antibiothérapie? Au fond, j'ai essayé de vous les classer en deux catégories. Il y a des raisons scientifiques, tout d'abord. Ce qu'on dit souvent, c'est le plus facile était sans doute derrière nous, même s'il y a eu énormément de recherches extrêmement complexes, en particulier ces 20 dernières années, encore une fois avec des résultats peu satisfaisants. Ce que les anglo-saxons appellent les low-hanging fruits, c'est-à-dire qu'on a cueilli et consommé jusqu'à maximum les choses qui étaient, entre guillemets, les plus faciles, et le plus difficile reste à faire. Si on regarde par exemple en 2008, et on peut remettre ça à jour, et la situation va même plutôt en empirant à l'heure actuelle, sur 167 molécules qui étaient candidates, ce qu'on appelle des molécules candidates, ce n'est pas des molécules qui sont déjà allées à travers la recherche et le développement et passées sur le marché, c'est des molécules qui sont prometteuses en matière d'innovation en antibiothérapie. Il y en a en fait 15 qui, donc même pas 10%, qui correspondaient à un antibiotique innovant. Donc il y a très loin, ce que je vous ai mis ici, de la molécule prometteuse à l'antibiotique innovant qui va apparaître sur le marché. Il y a des tas de raisons qui sont à la fois dans le développement de la molécule elle-même, mais aussi dans ses propriétés, au-delà de ses activités antibiotiques, bactéricides ou bactériostatiques. Il y a toute la problématique de la toxicité éventuelle, il y a la problématique de la pharmacodynamique qui font que beaucoup de ces molécules sont très rapidement dégradées ou métabolisées, donc elles vont être plus efficaces et on termine régulièrement avec des choses dont les indications sont éventuellement des pommades cutanées pour les infections superficielles. Il y a ce qu'on appelle le taux d'attrition dans cette phase depuis A jusqu'à Z est extrêmement important et en gros de 99%. Dans un certain nombre de situations. Alors, ces taux d'échec, on essaye de plus en plus de le réduire, à la fois bien entendu en améliorant les approches et l'imagination qu'on peut mettre dans le développement d'antibiotiques, mais aussi en essayant d'éviter d'anticiper sur la survenue de la résistance. C'est-à-dire que dans les critères de choix maintenant de ces molécules candidates, prometteuses, on intègre aussi ce qu'on appelle le résistome, je vous en avais parlé, c'est-à-dire la notion, la connaissance de gènes dans l'environnement auquel au fond, ces antibiotiques vont pouvoir être soumis, de gènes codants pour des systèmes de résistance. Et s'il y a une évidence d'une très grande proximité, généralement ce sera un élément négatif dans le choix de développement. Donc il y a des critères nouveaux dans la réflexion sur la mise ou non en route du pipeline pour une molécule candidate qui porte sur cette notion de résistome, qui porte aussi sur la notion de non-replication, c'est-à-dire de trouver des méthodes qui évitent de retomber en permanence sur les mêmes molécules ou des molécules apparentées qui, bien entendu, n'apporteraient pas d'innovation telle qu'on pourrait l'espérer. On reviendra là-dessus. Il y a aussi des raisons commerciales à cette crise de l'innovation en antibiothérapie, et on pourrait les résumer en un mot qui est celui de la démotivation. C'est vrai que les antibiotiques, vus sous l'angle de la thérapeutique moderne, ce sont des molécules qui offrent un faible retour sur investissement, car les antibiotiques sont consommés sur des très courtes durées. En moyenne, un antibiotique va être utilisé, consommé pendant entre 5 et 10 jours. En plus, les antibiotiques, ils ont une tare essentielle, c'est qu'ils marchent, ils guérissent les patients.
Donc on ne va pas les utiliser plus que nécessaire pour la guérison. Donc quand vous regardez au fond le bénéfice qui peut être apporté par le marché des antibiotiques par rapport aux bénéfices et à la rentabilité industrielle de développer un médicament pour une maladie chronique de toute la vie, le diabète, l'hypertension artérielle, la maladie de Parkinson, les maladies neurodégénératives en général, la maladie d'Alzheimer, on est là sur des marchés de molécules qui vont être administrées toute la vie, alors sur des de 30, 40 ans éventuellement. Donc vous voyez tout de suite la différence entre les quelques jours d'utilisation d'antibiotiques et les années d'utilisation. Et le taux de retour pour les antibiotiques, c'est-à-dire sur l'investissement, des critères, des calculs un peu savants, est de 2 pour les antibiotiques et de plus de 30, par exemple, pour la maladie de Parkinson ou pour l'Alzheimer. Donc, quand il y a un choix à faire dans un système qui est un système capitalistique, qui est aussi extrêmement compétitif, il est clair que le marketing va avoir tendance à dominer sur la nécessité d'avoir de nouveaux antibiotiques, et c'est une des faiblesses. Et on a vu peu à peu au fil de ces dernières années des grosses entreprises pharmaceutiques, ce qu'on appelle les big pharma, se désintéresser du développement d'antibiotiques après y avoir investi des sommes et des technologies extrêmement lourdes. Et pour l'instant, on a très peu de big pharma qui s'intéressent et qui font encore de l'antibiotique. Il y a GSK, il y a Novartis, il y a AstraZeneca, Merck, Pfizer, Sanofi Aventis, mais ce n'est pas si clair que ça parce qu'ils ont plus donné dans ce qu'on appelle les biothérapies. Donc il y a un vrai démotivation et désinvestissement de l'industrie pharmaceutique dans les antibiotiques, et c'est probablement, bien entendu, une des causes de cette panne relative à laquelle on doit maintenant essayer de faire face. Alors, encore une fois, ce n'est pas une mise en cause des industriels, certains aspects certainement peuvent l'être, mais la recherche et le développement d'une molécule antibiotique, depuis cette R&D, comme on dit, jusqu'à la commercialisation, c'est un très long processus qui nécessite des investissements extrêmement lourds. Il y a des succès rares, on l'a dit, il y a des échecs extrêmement fréquents et parfois à des stades relativement tardifs de l'évolution du processus. Il y a le coût croissant des lots initiaux pour les essais cliniques, pour les études cliniques, ce qu'on appelle les lots GMP. Il y a les essais cliniques eux-mêmes qui coûtent extrêmement cher. Dans une période en particulier de principe de précaution, on a tendance à faire des études cliniques de phase 1 et de phase 2 qui comprennent un nombre de plus en plus important de patients. Tout ça, ça a un coût. Donc, arrivé sur le marché, l'investissement qui, au fond, a été mis en place a été relativement considérable. Donc, encore une fois, dans un modèle capitalistique, concurrentiel, les profits réalisés sont effectivement des éléments importants par rapport aux capacités d'investissement et à l'intérêt d'investissement pour certaines molécules. Et les blockbusters sont rares. Alors, il y a un point important aussi que j'ai mentionné rapidement, c'est le problème de dérégulation. C'est-à-dire que le temps et le coût des processus régulatoires a augmenté considérablement. Ici, vous voyez quelle était la situation en 1980. C'est une situation qui évolue très très rapidement. Sur une durée d'une dizaine d'années de développement d'un médicament, depuis le début de la recherche jusqu'à son apparition sur le marché, il y avait environ 2/3 du temps qui était du temps de discovery, de découverte, au sens large, et un petit tiers du temps qui était un temps de développement, de passage à travers toutes les commissions, les validations et les autorisations de mise sur le marché. En 2000, c'est la même situation maintenant, sauf qu'elle s'est encore allongée, on était passé à un paradigme inverse, c'est-à-dire du fait des nouvelles technologies, des vitesses de découverte et de développement, même si c'est resté très relatif avec les antibiotiques, qui se sont accélérées, mais des procédures de mise en place de ces médicaments jusqu'à leur autorisation de mise sur le marché qui se sont considérablement allongées. Et à l'arrivée, en fait, la durée du processus global est la même. Donc on n'a pas véritablement gagné en matière d'efficacité dans le développement des molécules et en particulier des antibiotiques. Et encore une fois, même si le calcul global des coûts pour un industriel de développer un antibiotique, une molécule en général d'ailleurs,
est difficile à calculer parce qu'il y a énormément de paramètres qui sont à mettre en place pour faire un calcul qui soit à peu près fiable. On s'aperçoit tout de même d'une chose très claire, c'est que les coûts de développement ont aussi considérablement augmenté et on parle de plus en plus pour le développement d'une molécule d'antibiotiques nouvelle de coûts qui seraient de l'ordre de 500 millions à 1 milliard d'euros. Donc vous voyez, ce n'est pas des petits investissements et encore une fois, ça explique probablement pour beaucoup cet freinage récent de l'intérêt en regard de ces maladies chroniques, du vieillissement et de toutes ces situations qui sont effectivement des marchés probablement beaucoup plus attrayants. Alors, est-ce qu'il y a des solutions innovantes par rapport à ces processus, à ces problèmes-là, par rapport aux approches classiques de développement telles qu'elles sont conçues dans le milieu industriel? Il y a effectivement un certain nombre de nouvelles tendances qui émergent. Par exemple, de délocaliser la recherche fondamentale industrielle sur des sites académiques qui vont probablement ajouter une plus-value en termes d'acuité, je dirais, de l'approche scientifique, parce que c'est pour ça que les académiciens, les académiques sont là, mais qui va aussi probablement priver de ce poumon, entre guillemets, que représentent les capacités technologiques de développement et l'expertise qu'ont les industriels, que ce soit à la fois pour les problématiques de toxicité éventuelle de molécules. Donc ce n'est pas nécessairement une très bonne façon de faire les choses, mais elle se voit de plus en plus sous des formes variables pour ce qui concerne la contractualisation des choses. Il y a aussi, ce qui se fait très régulièrement, c'est le rachat par une Big Pharma d'une biotech qui a découvert une molécule extrêmement prometteuse, mais ça ne se fait pas à n'importe quel prix, à n'importe quel moment. Généralement, l'exigence est que cette petite biotech ait déjà porté le produit jusqu'à une phase qui lui donne de la crédibilité, c'est-à-dire généralement ait déjà porté le produit au-delà des phases 1 de toxicité et des phases 2 montrant éventuellement l'efficacité ou en tout cas un début d'efficacité de cette molécule. Donc on est là dans une situation qui est un petit peu, je dirais, facile, mais au fond, beaucoup de ces petites biotech finissent, quand elles ont eu du succès, avalées par des big pharma et ça fait fonctionner le système et pourquoi pas. Il y a aussi des approches novatrices qui sont de plus en plus mises en place, qui sont au fond des approches qui sont basées sur l'incitation financière. Puisque l'industriel ne se sent pas en mesure d'avoir les reins suffisamment solides financièrement pour développer une molécule antibiotique, est-ce qu'on peut l'aider en abondant sur le plan financier avec des mécanismes relativement nouveaux et modernes? Donc l'objectif au fond de ces approches qui sont des approches qu'on appelle de partenariat public-privé, les PPP, dont on dit du mal et dont on dit beaucoup de bien aussi, ces approches-là ont pour but au fond de déconnecter dans la logique industrielle ce qui concerne les coûts de recherche et de développement et les exigences de retour sur investissement, les financements qui abondent étant là pour au fond relâcher un petit peu la pression sur cette nécessité de retour sur investissement et au fond d'essayer de mettre le marketing de ces molécules un petit peu au deuxième plan et de remettre l'intérêt et le focus sur les développements scientifiques et la partie recherche et développement du schéma de la mise au point de ces antibiotiques. Donc il y a des exemples, par exemple GSK, Wellcome Trust, qui est un fonds privé anglais, et le US Defense Threat Reduction Agency. Les Américains, ils ont l'art d'inventer des agences comme ça, avec des noms extraordinaires, se sont associés il n'y a pas très longtemps sur un partenariat pour le développement de nouveaux antibiotiques. Avisan, qui est l'association des sciences du vivant en France, l'INSERM, le CNRS, l'Institut Pasteur, un certain nombre d'organismes, l'INRA se sont associés avec Sanofi Aventis sur des partenariats de type public-privé. Les instituts de recherche et de technologie qui faisaient partie de ces outils du programme d'investissement d'avenir, un institut de recherche et de technologie qui associe par exemple tout le tissu de développement pharmaceutique des big pharma de la région lyonnaise, en particulier Sanofi, Mérieux et ainsi de suite, associé à l'Institut Pasteur,
bénéficient de la mise en place de cet IRT qui s'appelle BioAster. Et le schéma de ce système, c'est qu'à chaque euro investi par l'industriel dans ce consortium, l'État, par le biais de ce plan d'investissement d'avenir, par le biais de ce financement géré par l'ANR, rajoute un autre euro et on essaye de construire comme ça des partenariats qui amènent du financement et qui permettent de faire avancer les projets. Il y a aussi une politique qui est presque une philosophie qui se développe à l'heure actuelle qui dit de plus en plus qu'il faut aussi négocier les prix, c'est-à-dire qu'il faut que les États se décident à réguler le marché des antibiotiques, à la fois dans leur utilisation, dans la décision sur les coûts de ces antibiotiques, le négocient avec les industriels de façon, encore une fois, à essayer de diminuer un petit peu cette pression sur la nécessité de profit. C'est en théorie un joli modèle. Ça ne peut marcher que si ça se fait sur une échelle internationale, puisque à l'échelle d'un seul pays, à moins d'être les États-Unis ou la Chine, l'impact va être relativement limité. Et puis ça veut dire aussi qu'il va falloir que nous-mêmes, en tant que contribuables, parce que l'État, c'est nous, soyons prêts à un moment ou à un autre à payer un petit peu plus cher dans nos impôts ou dans nos factures de sécurité sociale, de manière à aider à mettre en place ce type de partenariat. Donc rien n'est gratuit, simplement il faut trouver des façons de faire avancer les choses, parce que, encore une fois, il y a une urgence. Et si on ne comprend pas cette urgence, on n'arrivera pas à résoudre cette problématique de la crise sur les antibiotiques. Donc le bilan, sans vouloir faire de politique, on peut presque dire que, disons, la crise de l'antibiorésistance est devenue un sujet trop grave pour être laissé simplement à la loi du marché. Ça, je pense que ça devient clair pour tout le monde, et même dans les pays à capitalisme extrêmement débridé comme les États-Unis. Et donc, il est indispensable que l'État, avec l'aide des fondations privées, se réinvestisse et partage le risque, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Et je ne vais pas vous refaire le dessin de ce que serait l'issue de cette crise. Donc ça, c'est l'aspect, disons, plutôt réinvestissement par l'État et les organismes privés de cette recherche industrielle. Il y a aussi, de plus en plus, les industriels ont compris que, bon, c'était probablement pas sur les antibiotiques qu'ils allaient faire l'essentiel de leur profit, mais qu'il fallait néanmoins, ne serait-ce que pour des effets d'image, et parce que ce n'est pas non plus des gens qui se désintéressent de la santé publique, sinon ils ne feraient pas ce métier, puissent éventuellement mettre leurs ressources en commun entre grandes firmes pharmaceutiques pour ce qui concerne les bases de données, les biobanques, les plateformes technologiques. C'est ce qui s'appelle le processus de l'innovation ouverte maintenant, qui consiste à dire même une très grosse entreprise pharmaceutique, même une très big pharma, n'a pas les moyens en interne de suivre l'ensemble des paramètres de la connaissance scientifique, technologique qui sont nécessaires au développement de molécules extrêmement complexes comme les antibiotiques. Et donc, cette, au fond, innovation ouverte, c'est un des nouveaux paradigmes appliqués aux antibiotiques dont on verra malheureusement probablement que dans quelques années quel va être son impact, mais de plus en plus nos partenaires industriels sont dans cette logique. Alors il y a aussi des raisons scientifiques de la crise de l'innovation en antibiothérapie. Ce n'est pas uniquement un problème de modèle de capitalistique et de compétition. Il y a un problème majeur, il y en a d'autres sans doute, mais un problème majeur sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, qui est celui de la source de molécules qui permettent de développer des antibiotiques. La source essentielle d'antibiotiques dans la période d'âge d'or dont je vous ai parlé au début, c'était effectivement des bactéries, des champignons, de l'environnement du sol essentiellement, de l'environnement tellurique, et en particulier, on a parlé par exemple d'Actinomyces. Ces microbes du sol ont fourni en fait ce qu'on appelle les structures moléculaires de base, c'est ce qu'en anglais on appelle les scaffolds, à partir desquels on a, par éventuellement amélioration, en particulier par chimie de synthèse ou d'hémisynthèse plutôt, améliorer les molécules à la fois dans leur pharmacodynamique, parfois il suffit de changer un radical pour que la molécule soit moins métabolisée dans le foie, mais aussi pour résister plus efficacement aux mécanismes de résistance aux antibiotiques qui sont développés, comme on l'avait vu, extrêmement rapidement et efficacement par les bactéries. Donc, le problème, c'est que la recherche en routine
de nouvelles structures moléculaires, de nouveaux scaffolds à partir du même environnement, des mêmes microbes, elle porte un risque qui est celui de retrouver les mêmes molécules et les mêmes microbes. C'est-à-dire que quand on reprend les actinomycètes, on retrouve la tétracycline, on retrouve les macrolides, on retrouve un certain nombre de molécules comme la streptomycine et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est ça, cette notion qu'on appelle maintenant le principe de replication, c'est-à-dire qu'en réinterrogeant, en fait en pressant le même citron, si on veut être vulgaire, on finit par sortir exactement le même jus et les mêmes molécules. C'est ce qu'on appelle le principe de replication. Alors, l'idée à la fin des années 80, début des années 90, là, cette intersection entre cette période de chimie de synthèse et la suite moins brillante, c'était pour beaucoup de se dire, au fond, peut-être le gisement est épuisé, peut-être on a tous les antibiotiques qu'on pouvait avoir, à peu de choses près, et maintenant on rentre vraiment dans une période de développement, je dirais, asymptotique, et du coup les coûts, bien entendu, augmentent considérablement pour un rendement extrêmement faible, et c'est ça qui s'est mis en place. Alors, au début des années 90, ou plutôt dans le courant des années 90, il y a eu, comme je disais au début, une vraie révolution. Et cette vraie révolution, au-delà de la révolution de la biologie moléculaire qui était bien entendu apparue plus tôt, une vingtaine d'années plus tôt, on a eu une révolution qui a été marquée surtout par des progrès technologiques qui ont considérablement démultiplié notre capacité d'analyser le monde microbien et donc bien entendu de pouvoir chercher de nouvelles molécules. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, et ça s'est combiné d'ailleurs avec des avancées importantes en matière de pharmacologie thérapeutique dans d'autres maladies, dans le diabète, dans un certain nombre d'autres situations, l'hypertension artérielle et ainsi de suite, où on a vu apparaître beaucoup de molécules nouvelles et souvent très innovantes. Les industriels ont mis en place un nouveau modèle, un nouveau paradigme, un petit peu global, pas toujours totalement ajusté aux situations particulières, et Dieu sait si les prokaryotes, les bactéries sont une situation particulière, qui a intégré ces développements. Donc ça a été bien entendu l'ADN recombinant, la possibilité de produire très rapidement à haut débit des protéines, qui seraient éventuellement des cibles pour de nouveaux antibiotiques, ou des effecteurs antibiotiques elles-mêmes, de pouvoir les étudier très facilement. La structure, la biologie structurale a fait énormément de progrès dans cette période-là, avec la possibilité d'aller de façon tout à fait rationnelle analyser la structure d'une poche dans le site actif ou qui représente le site actif d'une enzyme de résistance et de trouver exactement la molécule qui va prendre la conformation et permettre de neutraliser éventuellement ce site actif de cette enzyme. Ça s'est combiné aussi à la possibilité de développer des méthodes de criblage à très haut débit, automatisées, éventuellement robotisées. On est passé du schéma de criblage sur des bactéries, vie-mort, à des schémas de criblage d'inhibition d'une fonction enzymatique, par exemple, considérée comme une cible pour un antibiotique éventuel. Et puis surtout, et c'est probablement là le tendon d'Achille, on s'est lancé dans une course à la synthèse de petites molécules. On en a synthétisé des millions sur des scaffolds initiaux souvent relativement simples, mais devenus de plus en plus complexes. On a généré une quantité considérable de ces molécules qui ont souvent des structures qui se ressemblent un petit peu. Il y a des cycles, il y a des choses très complexes, en se disant qu'au fond, on allait couvrir, c'est très naïf comme approche, l'ensemble des structures, encore une fois, des poches, des sites actifs des enzymes et ainsi de suite, que tout allait être dans cette banque, stochastiquement, aléatoirement, et qu'il suffisait de screener, de cribler à haut débit pour sortir la drogue miracle. Alors cette combinaison de choses a plutôt marché dans un certain nombre de maladies non infectieuses. Elle a pas mal marché, même les criblages en matière de développement de molécules antivirales, mais elle n'a pas du tout marché en matière de développement d'antibiotiques à proprement parler et d'antifongiques de la même façon. Donc très peu, très décevant pour les antibiotiques et les antifongiques, et c'était des investissements énormes. Alors ce qui est
étonnant, au fond, c'est qu'à cette période, entre guillemets, de vache maigre, ou cette période creuse pour l'innovation en matière d'antibiotiques, on a vécu quasiment dans la même période une période que j'ai appelée l'âge d'or des antiviraux et des antirétroviraux. On a vu entre les années 90, où on avait quelques antiviraux disponibles, un seul contre le VIH par exemple, à partir des débuts des années 2000, et ça n'a fait que s'accentuer jusqu'à maintenant, une multiplication non seulement d'antiviraux contre de nouvelles espèces virales, toutes plus relevantes les unes que les autres de la pathologie humaine, mais même l'apparition de plusieurs molécules antivirales qui pouvaient être éventuellement utilisées en synergie. Et le grand succès, bien entendu, ça a été le traitement du sida. Donc on ne peut pas dire que l'industrie pharmaceutique a été neutre en matière de maladies infectieuses dans toute cette période. Au contraire, on a vu s'amplifier considérablement les capacités de traitement. On en est maintenant à arrêter l'innovation en antiviraux pour l'hépatite C, par exemple, parce qu'on considère qu'au fond, à peu de choses près, on a les traitements nécessaires, quitte à réactiver ultérieurement. Donc il y a eu une période faste. Pourquoi ? Peut-être parce que le marché était favorable, dans la mesure où ce sont, par exemple, les hépatites, le sida, des maladies chroniques, donc des maladies pour lesquelles il faut le traitement sur une très très longue durée, les infections à herpès. Il y a eu énormément d'efforts académiques sur le domaine. Les efforts académiques sur la recherche aux antibiotiques ne sont pas aussi importants qu'ils pourraient l'être, industriels. Il y a peut-être aussi une communauté de fonctions, c'est-à-dire que tout cette screening, criblage de petites molécules fabriquées aléatoirement, elle est manifestement plus adaptée à tout ce qui concerne la pharmacologie chez les eucaryotes. Et les virus font partie, bien entendu, de ce processus de fonction, de signalisation, alors qu'il y a probablement une spécificité, quelque chose de différent avec les prokaryotes qui étaient manqués par ces éléments-là. Et puis il y a eu aussi le miracle des antiprotéases, par exemple, pour le VIH, qui était issu en fait d'une pharmacologie préalable sur les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, par exemple, pour l'hypertension artérielle. Donc il y a eu des recyclages aussi, je dirais, conceptuels et moléculaires qui ont permis d'avancer. Donc on ne peut pas dire que la recherche anti-infectieuse est restée sèche. Elle est considérable et impressionnante dans le domaine de la virologie, avec tout l'impact aussi sur le cancer que ça peut avoir. Mais bon, ces éléments-là d'explication, je vous les sers comme ça, et je ne suis pas sûr que ça explique en miroir l'échec de développement d'anti-infectieux. Donc, au fond, on dit toujours en anglais à ce moment-là, on dit « what went wrong ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'on a fauté? Qu'est-ce qui ne va pas? Et je pense qu'effectivement, un des points importants, c'est la validité des librairies de composés qui ont été générées par la chimie de synthèse et les exigences qu'on a mises sur ces molécules probablement en général peu pertinentes de devenir des antibiotiques ou des antimicrobiens miracles. Donc la tendance à l'heure actuelle, une des tendances en tout cas importantes, c'est de revenir au principe de l'âge d'or, c'est-à-dire de cribler de nouveau des composés naturels et de ne plus faire confiance à la haute technologie de la chimie de synthèse à partir de scaffolds, au fond initialement tout à fait aléatoires. Mais bien entendu, il faut le faire un petit peu différemment, sinon on va retomber dans ce principe de replication, et on va retrouver les mêmes micro-organismes. Donc il faut aller explorer de nouveaux environnements et bien entendu essayer au maximum de développer de nouvelles approches. Alors qu'est-ce que ça veut dire des nouveaux environnements? Il y a des pistes de plus en plus. Bien sûr, par exemple les actinomycètes, ça a été, comme je l'ai dit au moins 2 ou 3 fois depuis le début, les grands pourvoyeurs d'antibiotiques. Jusqu'à présent, en particulier dans cette période de l'âge d'or. C'est des bactéries telluriques, mais ce sont des bactéries qui poussent très bien au laboratoire, qui sont donc tout à fait amicales, je dirais, pour le microbiologiste et pour celui qui veut développer des antibiotiques. Et beaucoup de techniques ont été développées pour cribler des molécules à partir d'actinomycètes. Mais en fait, actinomycètes, c'est 1% des bactéries telluriques, peut-être même moins de 1%, même prenant le groupe au sens le plus large, et tout le reste est très méconnu, en tout cas connu sur des bases maintenant de plus en plus de séquençage, mais l'essentiel de ces micro-organismes sont incultivables. Donc ça a été un frein énorme à aller finalement exploiter ce réservoir
complémentaire énorme. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de cette matière noire, comme l'appelle Jerry Wright, qui est largement incultivable? Et il y a une nécessité, quoi qu'il arrive, de réexplorer cette diversité du monde microbien tellurique et océanique. Et vous avez eu le séminaire la semaine dernière de Chris Bowler qui vous a montré un certain nombre d'éléments très encourageants sur l'exploitation des populations microbiennes complexes océaniques, avec 30% d'espèces bactériennes inconnues sur la base du séquençage des génomes, ou en tout cas des approches CESES, et des possibilités probablement de génération de molécules nouvelles à fonction antibiotique, puisque ces bactéries sont aussi prises dans cette nécessité de lutte fratricide, si je puis dire, pour établir l'équilibre de ces communautés et leur survie. Donc il y a une vraie priorité sur l'exploitation de nouvelles niches écologiques, et ces aventures qui peuvent nous paraître comme ça un petit peu romantiques a priori, vont véritablement déboucher sur un enrichissement considérable de notre connaissance du monde microbien et sur la possibilité de réactiver cette pompe, je dirais, qui s'est avérée extrêmement utile avec les actinomycètes et les bactéries historiques, mais qui commence clairement maintenant à se tarir. Mais si on veut faire ça, il faut développer des méthodes de culture, parce que, encore une fois, ces bactéries sont incultivables. Et donc on rentre, et ça c'est un deuxième paramètre important, en dehors de cette notion d'élargir notre champ de vision sur le monde microbien, terrestre et tellurique et océanique. Il y a la notion de ce qu'on appelle maintenant, pour être un petit peu à la mode, il y a plein d'omiques, ce qu'on appelle la culture omique. C'est-à-dire qu'on avait un petit peu perdu par rapport à nos grands frères, ou plutôt grands-pères et grands-pères en microbiologie, ce goût de la culture microbienne, parce que c'est tellement plus facile et tellement plus chouette de faire de la PCR sur un fragment variable du gène codant pour l'ARN CESES et de mettre ça immédiatement avec un ordinateur sur un arbre phylogénique, et voilà. Ça, c'est devenu malheureusement un peu la routine, et on a oublié et on a perdu beaucoup de compétences en microbiologie, et en particulier en physiologie microbienne, à cause de cette fascination pour le moléculaire et le séquençage. Donc il y a une vraie nécessité, si on veut comprendre la physiologie des micro-organismes, si on veut comprendre leur vie au sein de leur niche écologique, les équilibres, la résilience de ces niches écologiques, leurs mécanismes de défense, d'interaction, de symbiose, et puis éventuellement leurs propriétés de production de molécules anti-infectieuses, en particulier antibiotiques, il faut faire appel de nouveau à la bonne vieille culture microbienne, et malheureusement cette culture de la culture, on l'a un petit peu perdue. Donc, de plus en plus, les gens se remettent au travail là-dessus. C'est difficile, c'est un travail très très difficile, parce qu'il est considérablement très difficile de restituer au fond l'environnement dans lequel ces bactéries incultivables poussent dans cet environnement tellurique. En particulier, il y a des problématiques de sources de nutriments, d'osmolarité, de pH, d'aéro-anaérobiose parfois très subtiles, et une petite différence fait que la bactérie ne va pas pousser, de stress oxydatif environnemental, et ainsi de suite. Donc, si on veut faire varier individuellement, collectivement, tous ces paramètres, on se trouve avec un nombre de situations absolument impossibles à gérer, en tout cas au niveau d'un laboratoire académique. Et il y a donc une nécessité de trouver de nouvelles façons de faire de la culture omique. La microfluidique, quand même, dans ces approches de micro-canaux, de micro-chambres, avec des centaines de milliers, voire des millions de possibilités, permet maintenant quand même d'améliorer un petit peu ces situations et de créer des scénarios beaucoup plus importants en matière de conditions. Mais néanmoins, ça reste une science extrêmement difficile, cette culture omique. Donc on va essayer de créer l'environnement de ces bactéries incultivables pour qu'elles poussent. Alors ça se fait souvent de façon artisanale. On rajoute des choses, on fait varier et puis on prie. Ça se fait aussi de façon un petit peu plus rationnelle sur la base des génomes, dont on peut obtenir le séquençage parce que cette bactérie
et dans une population microbienne pas trop complexe et qu'on peut arriver en métaséquençant le génome de cette population à réextraire quelque chose et à réassembler des contigs qui correspondent éventuellement à ce microbe avec des risques, ou bien parce que ce microbe peut être cultivé dans l'environnement où il vit, mais que ce n'est pas bien entendu l'environnement du laboratoire. Alors, ça peut être l'intestin d'un animal, c'est ce qu'on a fait par exemple avec Candidatus arthromitus dans le laboratoire avec Pamela Schnupf. On a pu faire pousser, mais grâce au fait qu'on avait déjà un antécédent de croissance chez l'animal, ça facilitait le travail de la croissance au laboratoire. Et puis, de plus en plus, des méthodes qui consistent en fait à remettre ces bactéries dans l'environnement pour les faire pousser et leur faire sécréter les composants qui peuvent être éventuellement intéressants, en tout cas dans une perspective antibiotique, ou faire des co-cultures. Par exemple, il suffit parfois peut-être de quelques éléments dans une symbiose microbienne. Si on a l'alternative à la symbiose, on va pouvoir, en faisant pousser le micro-organisme symbiotique au milieu, qui lui est cultivable, faire pousser autour en petites colonies le micro-organisme qui bénéficie de cette symbiose et qu'on va maintenant pouvoir cultiver. Donc il y a beaucoup de créativité là-dedans qui se développe et qui rend de nouveau, je dirais, la microbiologie classique intéressante et attirante, en particulier pour les jeunes chercheurs. Alors, je voulais juste vous donner un exemple de cette approche qui est quelque chose qui est apparu enfin pas cette année, maintenant l'année dernière, publié en 2015 dans Nature, qui est un nouvel antibiotique qui a été appelé la texobactine. Alors je ne sais pas quel sera l'avenir de cet antibiotique, mais la façon dont il a été identifié, isolé, caractérisé et exemplaire de cette nouvelle tendance d'introduction de la culture omique dans l'analyse de la diversité du monde microbien non cultivable et dans la recherche donc de nouvelles molécules comme des antibiotiques. Et ce papier a bénéficié d'un certain nombre de revues, d'éditoriaux très élogieux de la communauté microbiologique parce que vraiment l'approche était nouvelle. Donc en fait, l'approche fait appel à ce qui s'appelle des iChip, c'est-à-dire que les auteurs, qui sont un consortium de laboratoires américains, européens et compagnies pharmaceutiques, ont mis au point un système de micro-logettes sur des plaques, donc avec des centaines, je pense qu'il y a 400 logettes sur chaque plaque. Et ces logettes bénéficient de ce qu'on appelle un microcanal, un microchannel, qui apporte par le haut les nutriments, l'oxygène, enfin les choses nécessaires, et qui retire par le bas les effluents, la culture éventuelle se faisant sur une membrane, sur un filtre dans ce système. Et donc, ce système où en fait on distribue la population microbienne avec d'une façon aléatoire, mais qui permet d'avoir en gros probablement un microbe par chambre, par logette, multiplié par plusieurs chips bien entendu, a été réintroduit dans son milieu tellurique, dans la terre originale, et ressorti au bout de quelques jours, au bout d'un certain temps, comme disait l'histoire, permettant de montrer qu'il y avait un certain nombre de bactéries qui avaient poussé. Et en fait, dans cet environnement tellurique dont on sortait comme partout ailleurs 1% de bactéries, 50% des bactéries présumées présentes du fait des séquençages préalables pouvaient maintenant pousser. Donc c'est une façon de faire tout à fait originale et tout à fait payante, puisqu'est sortie de là une bactérie qui s'est appelée maintenant Eleftheria terrae, le nom dit bien ce qu'il veut dire, à partir de laquelle a pu être purifiée cette molécule qui s'appelle la texobactine. Alors ce n'est peut-être pas le médicament ou l'antibiotique de nos rêves, parce qu'en fait c'est un antibiotique essentiellement actif sur les bactéries à Gram positifs, qui ne sont pas nécessairement, comme on l'a dit, celles qui sont le plus en demande à l'heure actuelle dans la crise de la résistance à de nouveaux antibiotiques. Néanmoins, elle est active sur les Staphylococcus aureus, y compris ce qu'on appelle les MRSA, c'est-à-dire les souches résistantes à la méticilline. Elle est active sur les entérocoques, y compris les entérocoques résistants à la vancomycine, montrant que ce type d'antibiotique, en fait, probablement venant de populations microbiennes qui sont hors des circuits dans lesquels on a exploré les choses jusqu'à présent,
n'ont pas vu éventuellement ce type d'antibiotique et n'ont donc pas développé de mécanismes de résistance qui pourraient leur être transmis. Pour le reste, c'est moins brillant, bien entendu, mais au moins c'est un progrès. Encore une fois, c'est le principe qui est important. Donc cette molécule a été montrée être active, en tout cas au laboratoire in vivo, dans des modèles d'infection cutanée chez la souris. Bon, c'est pas, disons, c'est le plus simple qu'on puisse faire, mais au moins la preuve du principe est que cette molécule a une activité antibiotique in vivo. Et ce papier décrivait bien le mode d'action de cette molécule, qui est en fait une molécule qui traverse le mur bactérien et qui va se fixer sur des précurseurs, vous en entendrez parler tout à l'heure, sur des précurseurs du peptidoglycane, en particulier des précurseurs lipidiques, c'est l'UDP, muramyl, N-acétyl, pentapeptide, qui est un sucre branché sur des lipides avec le pentapeptide qui permet la traversée de la membrane cellulaire, et puis un autre qui se branche sur le lipide précurseur et transporteur des acides lipothécoïques. Donc des molécules qui sont en fait très stables, qui ne sont pas sujettes à variation tant que ça, parce qu'au fond, ce n'est pas des protéines, il n'y a pas de mutation ponctuelle. Si elles sont modifiées par une mutation dans les enzymes qui les synthétisent, généralement les bactéries ne sont pas très viables ou très fragiles. Donc il y a dans cette notion de nouveaux antibiotiques aussi la notion d'une possibilité de survenue extrêmement tardive de mécanismes de résistance. Et ces antibiotiques, au fond, cet antibiotique est assez proche de la vancomycine. Et la vancomycine, on a quand même mis 30 ans avant d'avoir une résistance qui s'installe, ce qui donne un petit peu d'espoir. Donc, les premières expériences nous disent que peut-être ce n'est pas l'antibiotique du siècle. Il n'y a même pas eu de brevet pris pour des raisons qui m'échappent, je ne sais pas pourquoi. Mais néanmoins, ça montre qu'on peut, en allant explorer la diversité des microbes du sol, découvrir de nouvelles molécules qui n'ont rien à voir avec des molécules antérieures, qui n'ont probablement pas dans l'immédiat de mécanismes de résistance dans le résistome tel qu'on le connaît, et qui ont éventuellement des possibilités à poursuivre, y compris bien entendu le fait qu'elles sont actives sur des souches classiquement résistantes comme la résistance à la méticilline et à la vancomycine. Alors le dernier point que je voulais voir avant de rentrer dans quelques aspects dits alternatifs, c'est la problématique de la protection des antibiotiques. Là aussi, c'est un domaine qui est dans une phase de nouveau d'innovation. Je vous ai parlé, je n'y reviens pas, de l'augmentation linéaire, voire maintenant exponentielle, de nouvelles bêta-lactamases, y compris contre les bêta-lactamines les plus complexes et les plus sophistiquées, comme les carbapénèmes. Donc on est vraiment dans une phase de nécessité soit de nouveaux antibiotiques contre ces souches résistantes aux bêta-lactamines, soit de protection contre l'activité enzymatique des bêta-lactamases. Et ça avait déjà été mis au point antérieurement. C'est l'acide clavulanique, par exemple, qui, associé à l'amoxicilline, c'est l'augmentin, par exemple, a repris de l'activité sur les souches qui avaient des bêta-lactamases du type TEM qui dégradaient l'amoxicilline. Mais malheureusement, on a vu des bêta-lactamases arriver par la suite qui étaient résistantes à l'activité de l'inhibiteur, en particulier de l'acide clavulanique et d'un certain nombre de molécules dérivées. Alors, on a en gros deux catégories de bêta-lactamases. On l'avait dit antérieurement, il y a celles qu'on appelle les sérines bêta-lactamases, ils sont dans les groupes A, C et D. Et puis ces fameuses bêta-lactamases, zinc bêta-lactamases comme ENDM1, qui sont ces molécules qui hydrolysent, y compris les carbapénèmes, et qui sont la grande problématique à l'heure actuelle. Alors, on a vu apparaître très récemment des molécules inhibiteurs à la fois des bêta-lactamases sérines dépendantes, et c'est une molécule en particulier, mais il y a toute une série maintenant qui se développe qui s'appelle l'avibactam et qui va être maintenant, qui rentre sur le marché en association bien entendu avec une molécule d'antibiotique à proprement parler qui est la ceftazidime. Ça va se présenter sous le nom d'avicase. Et donc cette molécule est capable au fond d'aider la ceftazidime à redevenir efficace sur des bactéries qui portent des bêta-lactamases de type sérine qui jusqu'à présent, qui maintenant résistaient à la ceftazidime toute seule.
Donc ça fait partie de ces nouvelles molécules très innovantes qui permettent de compenser ces processus de résistance par des enzymes de type bêta-lactamase, mais ça reste localisé en termes d'efficacité sur les bêta-lactamases sérine dépendantes, probablement parce que la molécule qui, contrairement à l'acide clavulanique, n'a pas la structure d'une bêta-lactamase, néanmoins s'associe et au fond inactive le site sérine dépendant d'activité enzymatique en fait, qui clive la bêta-lactamine. Donc on est dans une série tout à fait innovante avec une deuxième série qui d'ailleurs sort du labo enfin, la molécule initiale avait été découverte dans un labo français, mais elle a été vraiment développée par le laboratoire de Jerry Wright à McMaster. C'était publié dans Nature en 2014, qui a un nom un peu curieux qui s'appelle l'aspergillomarasmine A, qui en fait est la première inhibiteur des bêta-lactamases de type métalloprotéase, c'est-à-dire, pas de métalloprotéase, de métallo-bêta-lactamase, excusez-moi, qui est bien entendu active et permet aux souches de redevenir actives sur par exemple, les entérobactéries qui expriment la carbapénémase de type NDM1. Donc on est dans une phase où, peu à peu, par l'innovation, on peut amener au moins la protection des antibiotiques existants, à défaut d'identifier de nouveaux antibiotiques. Donc on est dans cette phase maintenant où il y a une espèce de relance, en dehors d'aller chercher des molécules actives dans d'autres environnements, comme je l'ai dit, de protéger les antibiotiques avec des molécules innovantes. On est revenu à une phase de recherche de nouvelles molécules en plus, avec des éléments quand même nouveaux sur lesquels j'ai insisté, et puis surtout des angles d'attaque nouveaux. C'est-à-dire on s'intéresse de plus en plus à des molécules qui sont actives sur le métabolisme des micro-organismes, en particulier sur la biosynthèse des lipides, la biosynthèse des ARN de transfert, ce qu'on appelle le quorum sensing, qui sont les signaux qu'échangent les bactéries pour s'organiser et exprimer des gènes adéquats dans un environnement donné, sinon elles ne survivent pas. C'est très important, par exemple, dans l'ambiance des infections qui se font sur des biofilms, des protéines à deux composants qui sont importantes pour la transduction des signaux environnementaux à la bactérie, des protéines qui s'attaquent au mécanisme de la dynamique de certains systèmes bactériens, ce qu'on appelle le proton motive force. Donc il y a tout un tas de molécules extrêmement prometteuses qui commencent à émerger, et la séminaire que va vous donner tout à l'heure Ruth est tout à fait dans ce domaine qui est de comprendre mieux encore la physiologie du microbe de manière à pouvoir établir des cibles innovantes. Alors on va terminer en quelques mots sur ce qu'on a appelé des approches éventuellement alternatives. Alors, dans les approches alternatives, il y a les bactériophages qui sont en train de revenir en grâce avec un environnement médiatique assez intense, mais pourquoi pas, si ça permet de faire avancer la recherche, c'est une bonne chose. Donc ils avaient été pas identifiés, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de microscopie électronique à la fin du XIXe siècle par Ernest Hankin, qui travaillait sur les eaux du Gange et sur la capacité de certaines bactéries de tuer d'autres bactéries dans cet environnement assez riche microbiologiquement parlant. Et donc sont arrivés à la surface à partir du début du XXe siècle ce que Félix Derel a appelé les bactériophages, dont je vous avais parlé dans la première leçon, donc je ne vais pas y revenir, mais qui sont d'une efficacité redoutable lorsqu'ils sont dans un mode lytique sur les bactéries. Vous voyez à droite les dégâts que peuvent faire ces bactériophages quand ils s'attaquent à une bactérie. Donc lorsque ces bactériophages sont sous une forme lytique, ils sont capables bien entendu d'injecter leur acide nucléique, leur génome à l'intérieur de la bactérie, qui va commencer à repliquer elle-même ces bactériophages et à exploser du fait de cette charge. Donc on peut imaginer très facilement, et ça a été d'ailleurs tout de suite comme ça que Derel a envisagé les bactériophages, en faire un outil thérapeutique, surtout à une époque où il n'y avait pas encore d'antibiotiques. Alors les bactériophages sont remis à l'heure actuelle à l'ordre du jour, on va en dire quelques mots, à la fois en tant que
structure vivante, replicative, mais aussi en tant que fournisseur éventuellement de protéines lytiques et d'idées en fait de protéines assurant la lisse de la membrane bactérienne, mieux peut-être que certaines protéines qui sont moins adaptées compte tenu du fait que la composition lipidique des membranes bactériennes est un petit peu particulière. Alors juste un brin d'histoire quand même, on considère généralement que ce sont deux scientifiques, l'un français qui est Félix Derel et l'autre anglais qui est Frédéric Chworth, qui ont inventé entre guillemets, le bactériophage. Derel, c'était un personnage intéressant parce qu'il est né à Paris, mais il avait vite émigré au Canada, au Québec. Et comme c'était un aventurier, il était parti faire de la microbiologie au Guatemala. On raconte qu'il avait appris la microbiologie sur le chemin entre Montréal et le Guatemala. Je ne sais pas très bien ce qu'il savait en microbiologie en arrivant au Guatemala, mais en tout cas, c'était un individu intéressant. Il a inventé, par exemple, une fois en Amérique centrale, en Amérique du Sud, la lutte biologique contre les insectes. Il avait vu que chez les insectes morts, il y avait pullulation dans leur intestin d'une bactérie qu'il appelait un micrococcus, et il utilisait ce micrococcus pour aller détruire les insectes. C'était vraiment les débuts de la lutte vectorielle. Et puis comme c'était un aventurier, un type bizarre, avec une culture microbiologique qui commençait à se montrer, il n'y avait pas beaucoup d'endroits sur la planète à l'époque qui pouvaient accueillir ce type de personnalité un petit peu décalée, à part l'Institut Pasteur. Donc il a débarqué à l'Institut Pasteur en 1917, et c'est là qu'il a véritablement découvert le principe du bactériophage, qu'il a donné le nom du bactériophage à l'entité dont on parle ici, et qu'il a tout de suite pensé, et c'était vraiment dans cet article des comptes rendus de l'Académie des sciences, à les utiliser en thérapeutique du fait de leur activité lytique puissante, sans encore une fois savoir ce qu'était cet objet particulièrement, puisqu'il a fallu attendre les années 40 et l'arrivée de la microscopie électronique, comme pour les virus en général, pour pouvoir lui donner une forme, en tout cas mettre un faciès sur le nom. Mais en tout cas, une intuition formidable par rapport à la thérapeutique, et puis une controverse, parce qu'en 1915, Frédéric Chworth avait lui-même démontré l'existence ou redémontré l'existence de ce principe bactéricide produit par certaines bactéries. Son papier cite quelque chose qui peut ressembler au bactériophage, mais aussi un certain nombre d'autres hypothèses. Ça aurait pu être un antibiotique, au fond, à l'époque, on ne savait pas très bien, mais la façon dont ça se produisait laissait penser qu'il y avait un micro-organisme vivant associé à ce processus. Donc une controverse, mais finalement sans plus que ça, et on considère généralement que l'un est peut-être un peu précurseur, Chworth, et l'autre a vraiment conceptualisé la notion d'utilisation thérapeutique. Alors Derel a été un homme très charismatique, il avait beaucoup d'admirateurs qui voulaient développer justement cette phagothérapie, encore une fois dans cette période pré-antibiotique, et un en particulier qui s'appelait George Eliava, qui était un grand microbiologiste géorgien à Tbilissi, et tous les deux, au début des années 20, ils ont monté ce qui a été et ce qui est encore probablement le plus grand institut de production et d'essais de bactériophages pour la thérapie, pour le traitement à la fois humain et vétérinaire. C'est une photo de George Eliava. Et comme George Eliava était un très bon microbiologiste et un homme assez visible et charismatique, il n'a pas échappé bien sûr à Staline, qui a décidé de le faire fusiller en 1937. Alors au moment des Grandes Purges, ce qui est intéressant, c'est de relire le motif de l'exécution de Eliava. C'était pour avoir empoisonné un puits avec des bactériophages. C'était l'époque. Donc Derel n'est jamais ensuite revenu, mais l'Institut Eliava lui a survécu, bien entendu, puisqu'il est encore existant à l'heure actuelle. Alors, on peut se poser la question de pourquoi, au fond, les bactériophages n'ont pas fait surface plus tôt en termes de thérapie. Au fond, en regardant un petit peu tout ça, en réfléchissant, je pense qu'il y a deux raisons principales. Dans les années 20, il y a eu énormément d'études, jusqu'aux années 40, dans toutes les circonstances possibles de modes d'injection, d'administration en intraveineux, sur la peau, en aérosol, en intrarectal, tout ce que vous voulez. On a eu des bactériophages dans tous les sens. Le problème, il a été double. C'est une revue en 1934
qui est montré ici. D'ailleurs, j'ai retrouvé la trace, qui était d'un microbiologiste américain qui s'appelle Eaton et Bain Jones, qui en fait reprenaient ce qu'on appelle maintenant des méta-analyses, c'est-à-dire on essayait de reprendre toutes les études qui se tenaient un petit peu sur l'utilisation des bactériophages en thérapeutique, y compris l'étude publiée par Derel en 1917 qui montrait la guérison d'une petite fille atteinte de dysenterie par les bactériophages. Et au fond, le péché de toutes ces études, c'est qu'elles n'étaient pas des études contrôlées. Donc une dysenterie, elle peut s'arrêter aussi assez rapidement et avoir simplement la corrélation avec l'utilisation d'une thérapeutique X, Y ou Z et pas véritablement la preuve du principe. Donc toutes ces études péchaient considérablement par leur non-capacité de conclure, même si généralement les conclusions des auteurs eux-mêmes étaient assez positives, du fait du côté non contrôlé, à part probablement quelques études qui portaient sur staphylocoque doré et infections cutanées qui avaient l'air de donner quelques résultats. Donc ça a été un des coups de grâce. Et puis les deux autres coups de grâce, puisqu'on est dans cette période-là, ça a été bien entendu 1935 les sulfamides et 1940 la pénicilline, c'est-à-dire l'arrivée de molécules et non plus d'êtres vivants complexes à produire, à purifier, à isoler, à garder dans des conditions où la survie était quand même relativement éventuellement difficile. Donc les antibiotiques ont bien entendu raflé la mise, si je puis dire, très très rapidement. Et les bactériophages, à part une survivance très importante dans les pays du bloc soviétique où malheureusement les antibiotiques pour des raisons économiques étaient très peu disponibles, ont été assez peu finalement utilisés, en tout cas dans le monde occidental, du fait des coups de grâce dont j'ai parlé. Et c'est assez intéressant, si vous voulez regarder dans The Scientist, je vous ai mis la référence récente, une espèce de mise en parallèle de l'évolution de la pensée sur l'utilisation des bactériophages par rapport, bien entendu, on dirait aux blockbusters, que sont bien entendu initialement les sulfamides, la pénicilline et puis toutes les autres molécules qui sont apparues. Alors on est en train de rentrer du fait de cette crise sur les antibiotiques, quand même, comme je l'ai dit, dans le fait d'envisager un certain nombre d'alternatives thérapeutiques, et un certain nombre de personnes s'intéressent de plus en plus à remettre en selle, si je puis dire, ce qu'on appelle la phagothérapie, en particulier Laurent de Barbieux à l'Institut Pasteur qui véritablement a monté son groupe autour de ça. L'essentiel des travaux jusqu'à présent se fait dans des modèles expérimentaux, dans des modèles animaux, mais il y a des résultats tout à fait prometteurs, comme l'étude qu'il a publiée en 2015 dans Critical Care Medicine sur un modèle de pneumonie à Escherichia coli chez la souris, qui montre qu'effectivement, si on utilise un Escherichia coli sur lequel on a démontré l'activité lytique de ce bactériophage, le traitement est aussi efficace qu'un traitement antibiotique donné à cet animal avec de la ceftriaxone auquel la souche est sensible. Par contre, si on utilise une souche isolée, par exemple du respirateur d'un malade en unité de soins intensifs, sans avoir véritablement démontré que le phage exerçait une activité lytique puissante sur cette souche, ça ne marche pas, mais si on adapte ce bactériophage, et les bactériophages peuvent très très rapidement changer leur niveau de spécificité, il suffit d'une mutation parfois pour qu'ils puissent retrouver un récepteur, on se retrouve avec un bactériophage lytique, donc la possibilité sur un patient qui est dans une situation critique d'essayer assez rapidement d'isoler de la souche elle-même ou d'adapter un phage préexistant à cette souche, et dans ce cas-là, après adaptation, il obtenait ou il obtient 75% de guérison par rapport aux 100% d'antibiotiques, ce qui est déjà bien. Et ce qui se met en place dans cette notion de bactériophagothérapie, de plus en plus, c'est la notion non pas de remplacement des antibiotiques, encore une fois c'est un concept absurde, mais la possibilité de s'adresser à un certain nombre de niches et l'infection par exemple des voies respiratoires, de la trachée chez des patients intubés qui se retrouvent avec la croissance importante de micro-organismes multirésistants peut être une approche qui permet en tout cas de diminuer, de réduire considérablement l'inoculum microbien et d'éviter les conséquences comme la pneumonie qui va à tout moment se développer, que ce soit un colibacille, une klebsielle ou un piocianique ou un pseudomonas aeruginosa qui sont vraiment les cibles majeures de ce type de phagothérapie.
Alors la nouvelle de la fin de l'année 2015, c'est qu'un consortium financé par l'Union européenne, avec 11 centres, c'est une étude multicentrique, en France, en Belgique, en Suisse. L'essai s'appelle PhagoBurn, et au fond, en gros, le premier grand essai ambitieux en nombre de patients, en aspect multicentrique. Le premier essai de phagothérapie. Les patients sont des grands brûlés, en particulier pour la France à l'hôpital Percy, à Clamart, l'hôpital d'instruction des armées. 220 brûlés en tout. Infection par Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli, qui sont deux grands pourvoyeurs d'infections dramatiques chez les grands brûlés, soutenus par l'Union européenne dans un de ses programmes à peu près 5 millions d'euros. Testé cocktail Pseudomonas aeruginosa, ce n'est pas un seul phage, c'est 13 phages différents. Donc on essaye de couvrir large pour essayer d'avoir une efficacité immédiate et pas avoir trop à réadapter. Et Escherichia coli, une douzaine de bactériophages. C'est mis en place, fabriqué par une biotech de Romainville qui a été chercher des milliers de bactériophages de l'environnement, des égouts, enfin ça vient d'endroits pas toujours très appétissants, mais néanmoins c'est là qu'on les trouve parce que c'est là qu'il y a de la richesse microbiologique. Et donc c'est une phase 1-2, hein, ce n'est pas une phase 3, c'est-à-dire qu'on va regarder les risques éventuels. Il y a une inquiétude en matière de bactériophages, c'est le fait que la lyse bactérienne brutale libère beaucoup de produits bactériens, entraîne une inflammation. Sur la peau, c'est peut-être pas dramatique. Dans les voies respiratoires, ça risque de l'être un peu plus. Donc ça va être une façon non seulement d'établir une éventuelle toxicité ou non-toxicité, mais aussi de commencer à mettre en place les règles qui vont encadrer les essais à venir et probablement, si les résultats initiaux sont favorables, de mettre assez rapidement en route l'équivalent d'une phase 2 élargie ou d'une phase 3 contrôlée. Donc on est encore dans des étapes précoces, mais manifestement la phagothérapie a le vent en poupe, encore une fois pour des effets de niche qui peuvent être des infections de l'oreille récidivantes, des otites chroniques, qui peuvent être toute cette pathologie respiratoire des patients de réanimation, les grands brûlés, les infections ostéo-articulaires chroniques fistulisées, tout ce qui aussi permet aux bactériophages d'être délivrés directement et pas passer par un cycle, par exemple, d'injection intraveineuse où il va se diluer et probablement se perdre, s'associer à des cellules auxquelles il ne doit pas s'associer, et ainsi de suite. Donc il y a une pharmacocinétique qui restera toujours probablement problématique, et il fait que la niche sera essentiellement une niche localisée et accessible, mais il y a de plus en plus de biotech qui se montent autour de la phagothérapie et encore une fois, en santé publique, tout est bon à prendre à condition que ce soit efficace, mais l'un ne remplacera certainement pas l'autre, comme je l'ai dit plusieurs fois. Donc je termine là-dessus. Nouvelles thérapeutiques anti-infectieuses, rêve ou réalité. Je vous ai parlé de nouvelles molécules, des molécules qui protègent les antibiotiques existants, l'extension du champ d'investigation aux bactéries telluriques et aux bactéries océaniques, les nouvelles cibles qu'on peut rechercher par l'étude de la physiologie du métabolisme microbien, toute cette combinaison de la génomique et des méthodes de criblage, avec des axes sur des voies qui sont essentielles dans la physiologie, le métabolisme des bactéries, dans la traduction, la replication, la transcription, dans la division microbienne, vous allez en entendre parler, les inhibiteurs du coherent sensing, et puis ces nouvelles approches, dont certaines ne sont pas si nouvelles que ça, comme la phagothérapie, les anticorps et les peptides antimicrobiens, la stimulation de leur expression dont vous parlera Brice. Voilà, je termine là-dessus avec, en conclusion, quelque chose qui est la conclusion à la fois de cette leçon, mais qui peut être la conclusion de l'ensemble des leçons, parce que vous connaissez ma religion dans ce domaine. Je pense qu'il faut réinvestir le domaine des antibiotiques avec une recherche académique et industrielle active. Ça va être la seule façon de s'en sortir, en tout cas j'en vois pas d'autre. Et sur ces mots forts, en tout cas j'espère, j'arrête ma présentation en vous réannonçant bien entendu l'intervention maintenant de Brice Sperandio sur l'induction de l'expression des peptides antimicrobiens comme mécanisme de prévention d'infections locales, en particulier muqueuses, intestinales, et puis le séminaire qui va venir de Ruth Cavallo-Lopez sur comment les bactéries déterminent leur forme, une cible pour de nouveaux antibiotiques. Voilà, je vous remercie.